Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de nous écouter ce soir. Nous allons faire un webinaire sur la reconstruction ou la chirurgie de l'aréole et du mamelon. On a intitulé cet événement Histoire de mamelon. Et nous allons d'abord vous parler de la chirurgie esthétique du mamelon, c'est-à-dire les mamelons ombiliqués, les mamelons tombants, les mamelons trop gros, les mamelons trop petits, avec Neil War. Ensuite, Kim de Frémicourt parlera de stratégie et de techniques pour la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire. Et ensuite, Laurence Malzard nous parlera du tatouage 3D. Je voudrais faire un petit rappel de l'anatomie, enfin de ce qu'on appelle l'aréole et le mamelon. Voilà, vous voyez des aréoles et des mamelons ici. Donc ça, c'est l'aréole et pas l'auréole, comme certaines patientes nous disent. Et ça, c'est le mamelon, ou qu'on peut appeler le téton. Donc le mamelon et le téton est en relief, et l'aréole, c'est ce qu'il y a de plat autour et qui est, comme vous pouvez le voir ici, de différentes tailles et de différentes couleurs. Je laisse la parole à Neil War pour mamelon ombiliqué et chirurgie esthétique du mamelon. Merci Isabelle. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est tout bon? Oui. Alors, c'est parti. Vous confirmez que vous voyez bien ma présentation? Oui. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Neil War. Bienvenue aux gens qui nous rejoignent pour ce premier webinaire et bienvenue à ceux qui sont déjà venus et qui nous connaissent un petit peu. Donc, moi, je vais commencer à parler des mamelons ombiliqués, de la chirurgie du mamelon. On va d'abord voir l'anatomie, c'est toujours intéressant. Les causes de mamelons ombiliqués. Pourquoi on s'intéresse aux mamelons ombiliqués. Puis on va regarder les traitements et on va finir comme d'habitude par quelques photos avant-après. Alors l'anatomie, tout le monde sait où se situe le mamelon, ça c'est pas très intéressant, mais ce qui va être intéressant, ça va être plutôt la micro-anatomie du mamelon à ce niveau-là. Le mamelon fait partie intégrante de la glande mammaire. C'est la partie émergée de l'iceberg d'une certaine manière. C'est la partie de la glande mammaire qui ressort. Elle contient les canaux galactophoriques qui sont les petits canaux qui conduisent le lait de l'allaitement maternel. Et autour de ces petits canaux, on a des petits muscles, c'est des muscles lisses qui sont des muscles érecteurs qui vont permettre de faire sortir le mamelon lors de la stimulation pour permettre l'allaitement. Alors, tout comme le sein, on a une variété de formes anatomiques, donc que ce soit en termes de taille, en termes de couleur, en termes d'épaisseur, en termes de forme, etc. Donc, on trouve autant de formes de mamelon que de formes de sein. Donc, ça, il faut le garder en tête. Pour simplifier un petit peu l'étude de notre sujet, là, on va considérer que... alors, c'est une stadification, on va parler de téton, de mamelon normal quand le mamelon est un peu ressorti, qu'on va différencier des mamelons plats et des mamelons ombiliqués ou inversés ou invaginés. Tout ça, c'est des termes équivalents pour dire que le mamelon est un peu rentré. Ces mamelons ombiliqués, ils peuvent être de naissance ou on peut les acquérir au cours de la vie. Pourquoi un mamelon ombiliqué? Alors, un mamelon ombiliqué, c'est des canaux galactophores qui sont trop courts. Ils sont tellement courts qu'ils vont attirer la muqueuse mamelonnaire vers l'intérieur du sein. En grande partie, et c'est ce qu'on va retrouver le plus, c'est une cause congénitale, c'est-à-dire sans cause véritable. On a ça de naissance, c'est comme ça. C'est l'anatomie de notre propre corps. Dans les autres causes qui sont plus rares, on peut trouver un relâchement mammaire ou une ptose, où ça peut s'acquérir après l'allaitement et la grossesse. C'est quand on va avoir des seins qui vont diminuer de volume, la peau va rester telle qu'elle est, le sein va du coup se rétracter. Plus rarement, ça peut être dû à des séquelles d'infection et on doit toujours éliminer une pathologie tumorale, bien entendu.
Alors, pour qu'on parle tous de la même chose, alors nous, je parle pour les patients, c'est vrai qu'en tant que médecin, on a toujours tendance à stadifier un peu les choses. Comme ça, on sait de quoi on parle et puis on parle tous à peu près de la même chose. Donc, on a décrit 3 stades pour les mamelons ombiliqués. Le premier stade, c'est un mamelon rétracté mais qui ressort seul après une stimulation. Le deuxième stade, le mamelon est rétracté mais il ressort uniquement avec de l'aide, donc de l'aide digitale et il va re-rentrer immédiatement après. Et le troisième stade, c'est un mamelon qui est très rétracté sans possibilité de le faire ressortir. Ce qui va poser un problème. Alors pourquoi on va s'intéresser spécifiquement au mamelon ombiliqué? Parce que justement, dans les stades 3 notamment, ça va être compliqué de procéder à un allaitement. On va voir comment le traiter. Mais surtout, le souci du mamelon ombiliqué, c'est l'image de son propre corps, l'image esthétique du sein et la représentation qu'on en a, qui est assez importante dans notre société actuelle, comme vous le savez. Le premier traitement dont je vais vous exposer le principe, c'est plus une aide mécanique. C'est ce qu'on appelle le nipplet. Le nipplet, c'est une espèce de pompe qu'on va mettre au-dessus du mamelon ombiliqué et on va aspirer pour créer une pression négative, pour créer un vide, pour faire ressortir le mamelon. C'est une méthode qui est utile, qui est efficace et surtout qui va permettre l'allaitement. Donc c'est quelque chose qui va être fait dans les périodes d'allaitement, donc dans les périodes de périgrossesse. Et surtout, une fois qu'on a fini l'allaitement, le mamelon va quand même se rétracter et du coup, on va garder un mamelon ombiliqué en dehors de cette stimulation par aspiration. Le traitement définitif va passer par de la chirurgie. C'est le cœur du sujet. En gros, le principe, on a des canaux galactophores trop courts. On va donc sectionner, et c'est un mot important, on va sectionner les canaux de galactophores. La section des canaux galactophores va permettre de faire ressortir le mamelon. Et pour pas que le mamelon se rétracte et re-rentre, on va utiliser les tissus alentours pour faire des sortes de petits lambeaux qui vont empêcher la rétraction et la retombée du mamelon. Je ne rentre pas dans les détails chirurgicaux, il y a plein de techniques différentes, mais globalement, toutes les techniques qu'on va utiliser seront sur ce modèle. On va couper les canaux galactophores, on va repousser le mamelon et on va empêcher qu'il se rétracte. C'est donc une chirurgie qui se fait sous anesthésie locale, d'accord? Ça peut se faire au cabinet, c'est une petite chirurgie qui dure environ 20 minutes par côté. Vous avez des pansements spécifiques à faire, je vous montrerai les pansements que moi j'utilise. Il y a peu de douleurs, ou en tout cas les douleurs sont calmées par du paracétamol classique. Et il n'y a pas de cicatrice, ou alors une très très petite cicatrice qui est cachée dans le pli du mamelon. En revanche, la chirurgie, comme je vous l'ai dit, comme on va couper les canaux galactophoriques, il n'y aura aucune possibilité pour allaiter. Les deux principaux risques, c'est la récidive, ça peut re-rentrer au bout d'un certain temps, et des troubles de la sensibilité au niveau du mamelon. Ça, c'est surtout si si c'est une zone érogène, par exemple, ça peut poser des problèmes. Je termine par quelques cas de avant-après. Donc ça, c'est une jeune patiente qui avait des mamelons ombiliqués au stade 2 et qui a eu cette chirurgie qui s'est très bien passée et avec une durabilité à 6 mois. Une deuxième patiente qui est d'âge un petit peu plus mûr, une quarantaine d'années. Pareil, stade 2 avec une durabilité à 6 mois, l'absence de cicatrices visibles. Voilà, rien de plus de particulier. Alors ça, c'est des images en péropératoire. Donc ça, c'est l'image du haut et l'image en post-opératoire immédiat. Et l'image du bas, c'est le type de pansement que moi je fais. Donc ça peut être sympa pour prendre pour mes collègues. J'utilise un petit bout de caoutchouc de seringue de 20 cc que je place autour de l'aréole pour que le pansement ne comprime pas l'aréole quand il sera refait. Donc ça, c'est un pansement que les patientes refont elles-mêmes à la maison avec un petit peu de tulle gras autour et ça se passe en général très bien. Pour conclure, je veux qu'on garde en tête que tous les mamelons sont différents et que c'est pas une obligation de les opérer. Il y a des traitements simples et efficaces
qui existent si les patientes le souhaitent. On a donc d'un côté les traitements manuels qui permettent l'allaitement, mais avec un résultat esthétique temporaire, et les traitements chirurgicaux qui sont durables, mais qui empêchent l'allaitement. Et enfin, si jamais il y a des divergences esthétiques du mamelon, elles peuvent toutes être corrigées. Voilà, je vous remercie. Isabelle, je te repasse la main. Juste une question. L'allaitement est systématiquement impossible après un traitement de mamelon ombiliqué, parce que je pensais que ça se comme c'est une section qui est terminale, je pensais que ça se reperméabilisait. Alors avec la cicatrisation et les lambeaux qu'on fait pour maintenir le mamelon en place, on préfère dire qu'il n'y a pas d'allaitement possible. Si jamais il y a une possibilité, bonne nouvelle, mais dans la majorité des cas, on ne peut pas. Donc c'est bizarre de présenter le topo en disant que les mamelons, il faut désombiliquer les mamelons pour l'allaitement et que la technique des mamelons ombiliqués empêche l'allaitement. C'est en fait essentiellement pour des raisons érotiques et sexuelles. Alors, j'ai peut-être pas été très clair, mais le traitement pour l'allaitement, c'est le traitement manuel par le niplet. C'est uniquement ça qui va permettre de faciliter l'allaitement. C'est un traitement entre guillemets. D'accord. Bon, maintenant on va passer à la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire. Donc c'est ce que nos patientes appellent la cerise sur le gâteau. C'est la fin de toutes les reconstructions. Et je dois dire que, en particulier depuis que Laurence Malzard est venue travailler avec nous, on réalise à quel point une reconstruction d'aréole et de mamelon sophistiquée améliore une reconstruction. C'est-à-dire que ce qu'on reconnaît dans un sein, c'est quand même une symétrie de volume, un décolleté et visuellement les deux aréoles, qu'elles aient l'air d'être au même niveau et de la même couleur. Et ça change complètement les reconstructions d'aréoles. Je laisse Kim vous expliquer la stratégie de reconstruction de l'aréole et du mamelon. Et ensuite, nous allons passer à Laurence. Ça marche. Merci Isa. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, super. Donc, Kim de Frumicourt, je suis chirurgien plasticien et on va discuter de la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire, donc PAM pour être plus court, dans la reconstruction mammaire après cancer du sein. Alors pourquoi ça déchire? Ah, voilà. Alors, déjà, très important, ce n'est pas obligatoire de reconstruire la PAM. Il y a des patientes qui préfèrent juste avoir une cicatrice de mastectomie sans reconstruction. D'autres préfèrent avoir un volume, mais s'arrêtent là juste pour s'habiller, c'est pratique. Et d'autres préféreront aussi un tatouage plus artistique. Donc, rien n'est obligatoire. La patiente s'arrête où elle veut au long du parcours de la reconstruction. Si on décide de reconstruire la PAM, donc là, tu vois, Isa, j'ai mis une petite photo pour toi voilà. Sur le gâteau, ça tombe très bien. Donc, ça se fait en fin de reconstruction. Il faut savoir qu'en reconstruction mammaire, il y a plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'est généralement la plus importante, c'est la création du volume mammaire, donc qui se fait soit par une prothèse mammaire, soit par un lambeau la plupart du temps. Deuxième étape, donc quelques mois après, on va venir apporter des retouches au niveau du sein reconstruit, donc c'est-à-dire pour harmoniser le galbe, faire un peu de lipofilling, redraper la peau, et on va venir aussi symétriser le sein contralatéral. Et là, quand les deux seins sont au même niveau, on va pouvoir placer la PAM au bon endroit. Donc, cette chirurgie se fait généralement sous anesthésie locale, là encore aussi au cabinet. Ça dure 20 minutes ou sous anesthésie générale lors de la dernière chirurgie. Donc, pour les techniques chirurgicales de reconstruction du mamelon, donc ça va servir à apporter un volume au niveau du mamelon, un relief. Donc, plusieurs techniques. La première technique, c'est le lambeau local. On va venir prélever au niveau du site de la PAM de la peau et du derme qu'on va plier sur lui-même pour apporter un peu de projection, un peu de volume. Donc, il y a plusieurs lambeaux, des lambeaux trifoliés, un lambeau de Little. Mais il faut savoir qu'avec les lambeaux locaux prélevés sur place, on obtient en général que peu de projection du mamelon, donc peu de relief. Deuxième technique, c'est la greffe mamelonnaire, c'est-à-dire qu'on va prendre la moitié du mamelon du côté contralatéral. Ce dernier va se fermer tout seul sur lui-même avec une petite cicatrice quasi invisible. Et on va prendre la moitié de ce mamelon-là et on va venir le transposer, le greffer au niveau de l'emplacement, au niveau du sein reconstruit. Donc ça permet d'avoir une projection plus importante du mamelon et surtout d'avoir des mamelons des deux côtés du même volume. Autre technique, mais moins utilisée, on peut prendre aussi la petite lèvre génitale.
Il existe aussi des techniques non chirurgicales, donc ce sont des prothèses adhésives en silicone. Généralement, la patiente l'utilise pendant le parcours de reconstruction, elle n'est pas arrivée au niveau de l'étape finale. Donc, au cours de la reconstruction, elle va avoir un effet visuel, un effet de relief. Donc, elle va pouvoir coller ce patch au niveau de l'emplacement de la PAM et le décoller le soir si besoin. Autre technique, c'est le tatouage 3D, et ça, Laurence va vous en parler de manière un peu plus éclairée que moi. Donc, le tatouage 3D peut être associé à la reconstruction chirurgicale du mamelon. Donc, première étape, le chirurgien va reconstruire le volume et le relief du mamelon, mais vraiment sans couleur définie. Et ensuite, la tatoueuse va venir apporter de la couleur, de la profondeur au niveau du mamelon et tatouer aussi l'aréole. Donc, ça permet vraiment d'avoir une reconstruction dans les 3 dimensions. On peut aussi avoir recours au tatouage 3D exclusif, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir reconstruire chirurgicalement le mamelon, mais la tatoueuse va venir apporter une illusion de volume 3D de l'aréole et du mamelon. Donc, comment on choisit ? On choisit surtout en regardant le mamelon contralatéral. Si on voit que le mamelon contralatéral est peu projeté, peu volumineux, on va pouvoir avoir un volume suffisant avec un lambeau local. Par contre, si le mamelon contralatéral est trop volumineux, là, on sait qu'on ne va pas y arriver avec un lambeau local. On va plutôt avoir recours à une greffe contralatérale. On va aussi regarder l'état cutané, c'est-à-dire de la peau au niveau de la zone de reconstruction. Si la reconstruction a lieu avec une prothèse, qui a eu de la radiothérapie, on sait que la peau va être fine, assez fine. Et du coup, avec le lambeau local, on ne va pas avoir beaucoup de volume. Et dernièrement, et ça c'est le plus important, ça dépend du souhait de la patiente. Il y a des patientes qui ne veulent pas qu'on touche au sein contralatéral et des patientes qui souhaiteront juste un tatouage 3D. Et donc ça, c'est le plus important. C'est le choix de la patiente et ça sera sa décision finale. Voilà. Donc c'était assez court, mais je pense que Laurence va apporter un peu plus de lumière là-dessus. Alors, hop, alors je départage. Tac. Voilà. Bon, à toi, Laurence. Très tu vas bien. nous éblouir comme tu éblouis chaque patiente tous les jours. Vas-y. Alors, donc oui, Laurence Malzard, donc je suis tatoueuse et je vais vous expliquer ce que c'est que le tatouage réaliste, le tatouage en trompe-l'œil. C'est une technique qui vient des États-Unis et finalement, on se sert des machines de tatoueurs, on reprend les encres et les aiguilles et aussi le geste artistique pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Alors, je vais revenir un petit peu sur la définition du trompe-l'œil. On parle beaucoup d'aréole mammaire en 3D. 3D, c'est vrai que c'est une appellation qui vient des États-Unis, le 3D areola. Mais moi, je préfère quand même l'appellation trompe-l'œil parce que c'est un volume visuel. Donc, la patiente, devant son miroir, va pouvoir voir cet effet trompe-l'œil, mais par contre, de profil, il n'y a pas de relief du tout. Donc, c'est vraiment un relief visuel. Je peux. Pardon, excusez-moi. Ça passe pas là? Si. Ah oui, j'ai oublié. Ça va être beaucoup mieux comme ça, je pense. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Donc, l'effet trompe-l'œil, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une juxtaposition d'ombre et de lumière qui va permettre de donner ce relief visuel. À cela, je vais ajouter des petits détails, des petits tubercules de Montgomery, des petites ridules. Et pour ce faire, je vais préparer mes teintes moi-même. C'est-à-dire que je travaille à partir de quelques couleurs d'encre et je les mélange de façon à être au plus près de la carnation de la patiente et de pouvoir reproduire l'aréole collatérale, la couleur de l'aréole collatérale. En tout cas, on essaye de s'y approcher. Donc, je mixe toutes mes couleurs moi-même. Et donc, cet acte-là, il intervient, c'est vraiment la dernière étape de la reconstruction. J'arrive vraiment après les chirurgiens. Ça se fait après il faut vraiment que ça soit réalisé après les dernières lipofillings, après la symétrisation. Il faut qu'on soit sur des cicatrices, que je puisse travailler sur des cicatrices qui sont bien blanches, plates, surtout si la cicatrice est traversante. Et il faut qu'on soit aussi à distance des chimiothérapies et puis des radiothérapies
à peu près autour de 1 an. Voilà. Le tatouage, il se fait en une session ou en 2 sessions. La première session, on fait l'aréole, mais il faut parfois une deuxième session pour pouvoir réaffirmer le volume du mamelon, les ombrages et les petits détails. Donc, c'est un tatouage qui est réalisé, je le réalise à l'encre avec des encres de tatoueur et ça n'évolue plus dans le temps, contrairement à la dermopigmentation qui elle, s'efface. La dermopigmentation, c'est essentiellement réalisé dans les hôpitaux ou par des esthéticiennes qui font ça en fait avec des pigments, un peu comme les pigments du maquillage permanent, comme les sourcils ou comme les lèvres. Et ça s'efface, ça s'estompe au bout de 6 mois, au bout d'un an, 1 an et demi au mieux. Et ça laisse souvent des traces orange. Il y a un virage de couleur qui se fait. Et donc, régulièrement, effectivement, j'ai des patientes qui viennent et qui me demandent de rectifier et de rattraper un petit peu la dermopigmentation qui a été réalisée ailleurs. Donc, je tatoue avec les encres World Famous. Ce sont des encres qui sont homologuées par la communauté européenne. Il faut savoir qu'en France et en Europe, on est extrêmement encadré sur les encres de tatouage. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et une présentation qui est très visuelle puisque finalement, je vais vous proposer de voir plein d'aréoles mammaires. On va commencer par le positionnement parce que ça, c'est la première étape et c'est hyper important. Et puis après, je vais vous faire un focus sur le trompe-l'œil, des trompe-l'œil qui ont été réalisés sur des lambeaux et autour de greffes de mamelons. Après, des dermopigmentations. Puis enfin, je vous parlerai de quelques particularités. Donc, le positionnement, alors effectivement, au début, on prend 1 mètre, on mesure, on regarde un petit peu par rapport au sein collatéral, comment on va placer la nouvelle aréole. On regarde le sillon sous-mammaire, on regarde l'écartement avec les bras. Et puis, bien souvent, au bout d'un moment, on pose le mètre et on regarde surtout parce que finalement, il y a plein d'informations à regarder. Il y a les épaules, il y a le sein qui a été reconstruit qui n'est pas forcément à la même hauteur, la symétrisation aussi. Et c'est l'œil. C'est le regard qui prime vraiment sur le reste. Là, par exemple, donc quelques exemples au niveau des positionnements. On a sur la photo de gauche une aréole avec un mamelon positionné un petit peu haut, une greffe de mamelon de l'autre côté qui a été réalisée mais qui est plutôt en dessous. La première chose, on place en général les aréoles parce que c'est la première chose qu'on voit. Après, les mamelons, on les voit dans un second temps. Et là, j'ai aussi réaccentué la greffe de mamelon par le tatouage qui était toute petite. Autre exemple, là, pareil, un mamelon qui a été réalisé par greffe et qui finalement, on le voit sur la photo du milieu, qui est en dessous. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, je propose à la patiente de recréer visuellement un mamelon. Et puis finalement, le petit mamelon en dessous, il peut être associé à un grain de beauté. Alors là, on a un cas particulier où sur une double mastectomie avec plusieurs cancers et plusieurs reconstructions, où finalement, on a, vous voyez sur la photo de gauche, un mamelon qui a été positionné qui est trop haut, et puis un reste d'aréole sur l'autre sein qui est beaucoup trop bas, qui a un peu bougé avec les différentes opérations. Et donc là, pour le coup, exit l'ensemble. On replace les aréoles mammaires, on refait un trompe-l'œil et finalement, l'ancien mamelon peut être associé à un grain de beauté et l'ancienne aréole à une tache de naissance. Là, c'était une patiente qui a eu un lambeau d'aréole plus une greffe d'aréole qu'on ne voit plus, qui est blanc, mais qui est quand même en volume. À côté de ça, la patiente n'a pas voulu de faire de symétrisation parce qu'elle ne voulait plus d'opération. Et donc, elle m'a demandé d'essayer de tirer un petit peu l'aréole vers le bas, ce que j'ai fait. Donc, j'ai caché, on le voit sur la photo de droite, l'ancien mamelon, il est caché dans l'aréole et j'ai recréé visuellement un mamelon pour pouvoir, faire oublier cette ancienne greffe et cet ancien lambeau d'aréole. Alors voilà, quelques exemples de trompe-l'œil. Cette photo pour vous montrer que après un tatouage d'aréole, l'aréole est rouge, les aréoles sont rouges, c'est normal, il y a un afflux de sang. Donc la patiente ressort avec des aréoles qui ne sont pas de la bonne couleur, qui ne sont pas de la couleur que j'aurais choisie ou que j'aurais choisie avec elle. En dessous, au bout d'un mois, on voit vraiment la couleur. Le rouge est parti, l'inflammation est partie, on a la vraie couleur.
Autre exemple d'aréole mammaire, ici on voit que l'aréole collatérale n'est pas ronde, donc j'essaye de faire quelque chose qui soit cohérent par rapport à l'aréole collatérale. Ici, une patiente qui avait une aréole tout en transparence, elle m'a demandé d'avoir quelque chose, de respecter cette aréole transparente. Donc voilà, il est possible de réaliser des aréoles très transparentes aussi, avec beaucoup de naturel. Double mastectomie, bon là, on parle avec la patiente pour savoir un peu la couleur des aréoles qu'elle avait avant. Là, cette patiente m'avait demandé quelque chose de très naturel, tout en transparence, ce que j'ai fait. Exemple ici, avant tatouage, après tatouage, là, un mamelon qui était assez proéminent. Voilà, ça, c'est vraiment un trompe-l'œil. On a presque envie de l'attraper, le mamelon. Autre exemple, sur une double mastectomie. Et un exemple de monsieur aussi, parce que 1% des cancers du sein sont masculins. Donc là, il s'agit de faire un tout petit téton, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut essayer sur 2 mm de faire passer le message. Alors, sur les lambeaux et greffes, voilà un exemple. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, la patiente a eu une très, très belle cicatrisation. Donc là, j'ai tatoué les aréoles mammaires à l'emplacement que le chirurgien avait défini sur les lambeaux. Il y avait un lambeau qui était un petit peu plus grand, celui de l'aréole de droite pour la patiente. Donc, forcément, je ne remplis pas l'intégralité du lambeau pour ne pas avoir des aréoles qui soient démesurées. Alors là, on a une belle greffe de mamelon, ça j'adore. Alors j'aime bien quand il y a des belles greffes comme ça. Après, j'aime bien aussi quand il n'y en a pas parce que je fais un beau trompe-l'œil. Ici, donc, j'ai en fait uniquement fait le tatouage de l'aréole mammaire avec des petites tubercules, puisque en face, il y en avait. Donc, je n'ai pas du tout touché au mamelon. Là, on a une patiente qui avait une petite greffe de mamelon sur une aréole, un lambeau d'aréole. Donc voilà, j'ai teinté les deux côtés parce que l'aréole collatérale était très claire, ce qui permet d'arriver à un résultat qu'on voit à 1 mois en dessous, une couleur très très naturelle. Et la patiente était ravie, c'est ce qu'elle voulait, ni plus ni moins. Alors là, on a un autre cas, c'est une patiente qui avait sur son aréole de droite presque une demi-aréole. Donc, elle m'a demandé de recréer le dessus de l'aréole et puis de réaliser autour de sa greffe son aréole. Alors, le tatouage d'aréole sur une ancienne dermopigmentation, ça arrive très souvent. Alors voilà, typiquement ce qu'on peut avoir après une dermopigmentation, un tatouage qui est effacé avec un contour autour et souvent un virage un petit peu à l'orange. Là, vous avez une greffe de mamelon et donc je l'ai réaccentuée. J'ai profité de faire l'aréole et de réaccentuer la greffe de mamelon pour réamorcer un petit peu le mamelon qui était un petit peu petit. Là, ancienne greffe, bon, on voit bien que pas ancienne greffe, pardon, ancienne dermopigmentation, on voit bien que le tatouage était trop petit. Donc, j'ai réaugmenté, j'ai réagrandi la taille de l'aréole et j'ai refait un trompe-l'œil. Voilà, autre cas. Là, ici, j'ai réalisé pas mal de petites tubercules un petit peu rosées, parce qu'elles n'étaient pas blanches, les tubercules, mais voilà, un petit peu rosées. J'ai réamorcé aussi la greffe du mamelon. Alors là, c'est une patiente qui a eu, voilà, typiquement, le résultat d'une dermopigmentation, on fait un grand rond, on fait un petit rond, et puis c'est tout. Elle m'a demandé vraiment de réamorcer, de faire un trompe-l'œil. Alors, ce qu'il faut savoir en tatouage, c'est qu'on peut foncer, mais on ne peut pas éclaircir. Et donc, fatalement, là, j'ai dû monter en teinte pour pouvoir avoir mes nuances de couleurs, mes zones claires et mes zones foncées, pour pouvoir dégager un trompe-l'œil. Autre exemple avec les 3 étapes, une dermopigmentation, on a fait un tatouage, au bout d'1 mois, on a un résultat qui est un petit peu estompé et je reviens dessus et là, je réamorce et là, je fais des petits détails et là, entre autres, j'ai rajouté des tubercules de Montgomery. Autre exemple de dermopigmentation réalisée à l'extérieur, 2 dermopigmentations avec 2 espaces différents. Donc là, j'ai essayé de réunir un petit peu l'ensemble, de monter en teinte pour un petit peu effacer l'ancienne dermopigmentation. Et puis, à la 2e étape, j'ai rajouté des tubercules. Quelques particularités.
Alors là, des fois, souvent, j'ai des patientes qui me disent « je voudrais un tatouage en 3D ». Et le problème, c'est que, enfin, ce qui n'est pas un problème, c'est que la patiente a plutôt une aréole en 2D. Et donc là, pour le coup, je m'adapte complètement à l'aréole collatérale et je ne fais pas un tatouage vraiment en trompe-l'œil parce que sinon le tatouage est plus vrai que le vrai sein. Et là, vous avez l'exemple en 3 temps, hein, avant, après, au bout d'un mois, non, au bout de 3 mois d'ailleurs, avant retouche, et puis à la retouche, on réamorce un petit peu les détails, mais on reste en transparence pour le cas. Alors là, c'est une patiente qui avait un mamelon ombiliqué sur son sein gauche. Et donc, de l'autre côté, j'ai fait un mamelon ombiliqué, mais en trompe-l'œil. Là, c'est un autre cas. C'est une patiente qui n'a pas eu de cancer, hein, mais qui avait besoin, qui avait des aréoles toutes petites autour du mamelon et qui m'a demandé juste de réagrandir un petit peu le mamelon sans en faire trop puisqu'elle avait une petite poitrine. Et donc, on a fait les petites aréoles. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un cas qui arrive souvent. Des patientes qui ont une symétrisation et donc ont une cicatrice qui, malheureusement, ne redevient pas forcément toujours très blanche au final, qui reste un petit peu rosée, avec une aréole mammaire qui est très, très claire, qui est presque de la couleur du sein. Et donc, dans ce cas-là, et spécifiquement dans ce cas-là, je propose de colorer l'aréole collatérale parce que si je fais une aréole de l'autre côté, l'autre sera définie par la cicatrice et il y aura toujours une différence. Et donc là, en retintant l'aréole collatérale et en refaisant le trompe-l'œil, on est sur les deux couleurs, les deux mêmes couleurs, et là, on arrive à quelque chose qui est cohérent et qui est satisfaisant. Et enfin, pour terminer, on a ici la pose d'un fix nip. Ça, Isabelle pourra vous en parler davantage. Ce sont des petites prothèses qu'on va placer entre la prothèse mammaire et la peau du sein. Ça recrée le volume. Alors là, on est vraiment sur du 3D. On n'est pas sur du trompe-l'œil, on est vraiment sur du 3D. Sauf qu'après, il faut quand même, malgré tout, teinter l'aréole et teinter et accentuer les volumes du mamelon. Donc là, vous avez le positionnement et après le tatouage de l'aréole. Voilà, donc le tatouage de l'aréole, c'est complètement complémentaire à la reconstruction, y compris quand il y a eu une greffe de mamelon, puisqu'il faut refaire l'aréole autour. Quand il y a eu une greffe de mamelon, parfois il m'arrive de réaccentuer un petit peu, de ramorcer le mamelon qui est parfois un petit peu trop petit. C'est un acte qui est simple finalement parce que ça se fait sans anesthésie générale, c'est peu douloureux, voire pas du tout douloureux. Quasiment 95% de mes patientes n'ont pas du tout mal. Et puis les suites sont simples parce qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines, le tatouage il est repassé sous la peau, il est cicatrisé. Ça permet un réalisme tout de suite. Ça permet une réappropriation tout de suite du sein, juste après le tatouage. Et puis enfin, voilà, c'est vraiment un acte qui permet, c'est comme on le disait précédemment, c'est la cerise sur le gâteau et ça permet vraiment de tourner la page, de retrouver sa féminité et de retrouver sa confiance en soi. Merci. Alors, je vais conclure d'abord en félicitant les 3 orateurs et en remerciant Laurence d'être venue nous rejoindre dans l'équipe. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'aréole et le mamelon, c'est que c'est à la fin de la reconstruction. On se connaît très bien. La patiente connaît en général même la majorité des chirurgiens de l'Institut. Et on termine par un dernier acte qui ne se fait pas sous anesthésie générale et qui, je dois dire, dure quand même, si elle est de côté, on est facilement autour de 2 heures. Et c'est probablement le moment où moi, je vois le plus de joie s'exprimer chez les patientes. De joie parce que c'est le dernier acte et de joie parce que le travail de Laurence est extraordinaire. Un petit mot sur le fix nip dont a parlé Laurence. Donc, on a vu qu'avec le tatouage, on avait en gros résolu la majorité de nos problèmes d'aréole. Donc, l'aréole, c'est simple. Notre problème, c'est le mamelon. Il y a un cas qui est très simple, c'est de prélever effectivement le mamelon de l'autre côté. Quelquefois, il nous tend les bras. Quand on a un gros mamelon, par exemple,
comme celui-là, bah c'est évident que la technique la plus simple va être de le diviser en deux. Et je tiens à dire que le prélèvement sur le mamelon du sein contralatéral, comme on dit, n'enlève absolument pas la sensibilité puisque c'est un prélèvement qui est terminal. Et donc, on peut dire, le plus simple, ça va être de diviser donc un gros mamelon en deux. Mais quelquefois, on est embêté parce que le mamelon contralatéral, il est existant, il fait du relief à travers le t-shirt, parce que s'il est plat, ça règle le problème aussi. Laurence l'a très bien dit, c'est du tatouage 2D et on va signifier sa présence uniquement par la couleur. Le problème pour nous, c'est quand il y a un petit mamelon contralatéral existant qu'on n'a pas envie d'y toucher parce que diviser un petit mamelon en deux, eh ben on va repasser en 2D, c'est pas très intéressant, donc on préfère garder un relief. Et là, on va vouloir ajouter un relief et c'est difficile. Le fix nip est effectivement une solution. Je vous montre la prothèse. Elle se glisse sous la peau, mais pas contre la prothèse de reconstruction. Donc, soit c'est un lambeau et on la met juste sous la peau, soit il y a une prothèse, mais il va falloir qu'il y ait un plan musculaire ou en tout cas cicatriciel net entre la prothèse et le fix nip. Et à ce moment-là, ça va projeter un petit mamelon. C'est un produit qui est commercialisé par Eurosilicone et qui, pour l'instant, a montré des résultats satisfaisants. On a d'autres techniques qui sont effectivement de prélever des petites lèvres, mais à ce moment-là, ça donne en général un mamelon qui n'a pas beaucoup de relief, mais qu'on gonfle quelquefois un peu avec de l'acide hyaluronique secondairement pour lui donner un peu plus de résistance et de relief. Et la troisième solution, c'est Kim qui vous en a parlé, c'est effectivement de faire un lambeau local pour recréer le mamelon. Mais à ce moment-là, on va se retrouver sur du tissu cicatriciel pour tatouer ou alors sur une greffe de peau qui est prélevée dans l'aine. C'est très joli, ça marche très très bien, les petits lambeaux locaux et la greffe de peau. Mais la greffe de peau, ça fait une petite cicatrice dans l'aine. Voilà. Alors si on a une petite aréole, ça fait une petite cicatrice. Mais si on a une grande aréole, ça va faire une grande cicatrice dans l'aine et certaines patientes ne veulent pas qu'on rajoute des cicatrices ailleurs. Je vous remercie à tous et à toutes. Je suis galante, je vais passer les hommes en avant. Je remercie tous et toutes de nous avoir écoutés ce soir. Pour celles qui vont nous voir en replay sur YouTube, j'espère que nos explications sont claires. Au revoir, passez une bonne soirée.